Il y a une situation qui s'aggrave pour le groupe Atos. La société Atos, elle se meurt dans l'indifférence générale. Atos, ça ne va plus en bourse que 1,74 €. Le groupe est plus que jamais au bord du précipice. Bon, restez avec moi, je vous explique. Atos, c'est une entreprise française de services numériques. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous utilisez forcément ses outils informatiques comme le système de la carte vitale ou le portail France Connect. Et si je vous parle d'Atos aujourd'hui, c'est que ça a été le plus grand fiasco de la tech française. Et oui, après avoir été un géant, Atos a vécu une descente aux enfers rapide et brutale en 2021. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté dans le premier épisode de ce business drama avec ma collègue Joséphine Bonne. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite de l'histoire. Pourquoi Atos s'est-il planté si fort? Comment le groupe a-t-il essayé de se relever depuis 2022? Et peut-il encore croire à son avenir? Atos, le géant que personne n'a encore réussi à sauver. Pour comprendre l'ampleur de la crise dans laquelle se trouve Atos en 2022, il faut regarder un indicateur clé de la santé d'une entreprise, la marge opérationnelle. C'est très important parce que c'est grâce à cette marge qu'une entreprise gagne de l'argent. Elle se calcule en pourcentage du chiffre d'affaires. Celle d'Atos a connu un effondrement spectaculaire. On est passé d'une marge à 10,3% de chiffre d'affaires en 2019 à une marge à 4,4% en 2023. En comparaison, ses concurrents Soprasteria et Capgemini ont maintenu leur marge opérationnelle autour de 10%. Deuxième problème. Ce qu'on a beaucoup reproché à Atos dernièrement, c'est d'avoir mal intégré les différents achats qui ont été faits, sachant que donc la stratégie d'acquisition a été très forte. Pour rappel, Atos a racheté plus de 40 sociétés entre 2008 et 2022. Ça a été le gros défaut d'Atos. On n'a jamais su intégrer les entreprises qu'on a rachetées, et en particulier les toutes petites structures. Pascal Besson travaille chez Atos depuis 2006. Il y est aussi le coordinateur adjoint de la CGT. On est devenu une espèce de grosse machine avec beaucoup de procédures. Et on a perdu beaucoup de salariés des petites structures qu'on a rachetées. Justement parce que ces gens-là ne voulaient pas être contraints par des procédures dignes d'une administration publique, quoi. C'était très très lourd. Enfin, un troisième problème plombe Atos, la dette. Entre 2008 et 2022, la dette brute du groupe a été multipliée par plus de 8. Elle a atteint 4,9 milliards d'euros en 2022. C'est insoutenable, même pour une grosse entreprise comme Atos. Dans ses communications, Atos parle en termes de dette nette, c'est-à-dire la dette brute moins la trésorerie. Même avec cet indicateur-là, la dette a explosé. Thierry Breton, qui a dirigé Atos de 2008 à 2019, rejette toute responsabilité. Et on a eu 0 dette nette durant toute la durée de mon mandat. 0 dette nette, c'est très important. Dans les résultats annuels présentés par Atos, la dette nette au moment du départ de Thierry Breton s'élevait à 1,7 milliard d'euros. Pour info, Thierry Breton a refusé notre demande d'interview. Retour en 2022. Atos se retrouve donc dans le rouge. Pour éviter de sombrer, la direction propose une solution controversée. Le 14 juin 2022, Atos dévoile un nouveau plan stratégique ou plutôt un plan de sauvetage. Il consiste à séparer le groupe en 2 sociétés distinctes. D'un côté, Tech Foundations, qui garde le nom d'Atos pour la partie infogérance, l'activité originelle en déclin. Et de l'autre, Eviden, la pépite du groupe, qui doit regrouper les activités digitales et big data et sécurité dans lesquelles Atos est leader en Europe. Cette séparation se fait en partie, mais les 2 boîtes restent liées. Et ça crée des problèmes au quotidien pour le business. Il était possible que dans une seule semaine, un client voit 2 commerciaux Atos différents, l'un d'Eviden, l'un d'Atos. Vous imaginez, en termes d'image, c'est catastrophique. Ça a créé des tensions en plus entre des équipes, parce que chacun voulait tirer son épingle du jeu. Donc des synergies qui existaient ont disparu. Alors pourquoi couper Atos en 2 ? Le choix qui avait été fait à l'époque de séparer le groupe répondait à une logique industrielle. Jean-Pierre Mustier a été président du conseil d'administration d'Atos à partir d'octobre 2023. Avec des métiers qui n'avaient pas la même croissance, pas la même valorisation financière et pas nécessairement
les mêmes cibles de clientèle ou de métier. Ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment une volonté de séparer ce qui marche de ce qui ne marche pas. Pour présenter ce plan, il y a Bertrand Meunier en tant que président du conseil d'administration et Rodolphe Belmer qui est le directeur général d'Atos depuis 6 mois. Sauf que coup de théâtre. Ce jour-là, on a quand même l'annonce de la démission de Rodolphe Belmer le même jour où ce même Rodolphe Belmer présente le plan de scission, ce qui paraît assez perturbant parce que en réalité, quand vous présentez un plan devant vos actionnaires, devant votre conseil d'administration, vous êtes censé le vendre un petit peu votre plan. Devant les journalistes, Rodolphe Belmer commente simplement que la stratégie est une décision souveraine du conseil d'administration. En fait, c'est un énorme clash entre Bertrand Meunier et lui. Ils ne sont pas d'accord sur la scission. Pour Atos, ça commence à être la période de la valse des dirigeants. C'est un autre problème qui poursuit Atos. Après le départ de Thierry Breton, pas moins de 7 directeurs généraux se sont succédés, parfois pour un mandat de 3 mois à peine. Donc cette valse des dirigeants, ça a beaucoup inquiété, et puis ça a aussi énervé les gens de voir, parce qu'on avait aussi les salaires de ces gens qui arrivaient, on voyait l'inaction, ou alors quand il y avait des prises de décision, ça allait à l'encontre du fonctionnement de ce qu'on avait besoin en interne sur les projets. Et ce qu'on a beaucoup reproché après coup au conseil d'administration d'Atos, c'est finalement de ne pas avoir pris beaucoup de décisions, de ne pas avoir contesté les décisions qui ont été prises soit par le président du conseil d'administration, soit par les dirigeants. En plus, Atos n'a pas d'actionnaire de référence, c'est-à-dire un actionnaire qui détient plus de 10% du capital. Quand vous avez une société au capital éclaté, comme Atos, c'est vraiment problématique. Sophie Vermeil est avocate, elle défend certains actionnaires minoritaires d'Atos. Si au sein d'un conseil d'administration, vous n'avez pas un administrateur qui en fait a dans sa tête le sort de ses actionnaires, en fait dans ces moments-là, vous avez face de vous des personnes qui sont pas plus légitimes que n'importe qui pour contrôler en fait la direction générale. Et c'est là où les catastrophes les plus importantes arrivent. Lors de l'annonce du plan de scission, Atos dévisse à nouveau en bourse. Les investisseurs se demandent comment Atos va payer ce plan. Pour mener à bien le plan de séparation en 2 entreprises, Atos estime qu'il a besoin d'1,6 milliard d'euros de financement. Même si la scission n'est jamais allée jusqu'au bout, elle a quand même fait flamber les dépenses d'Atos. Ce qui a fait tiquer le Sénat et beaucoup d'observateurs, c'est le coût et le rôle des conseils extérieurs. Ce sont des cabinets en stratégie, des banques et des avocats. Pour construire ce plan de scission, Atos a fait appel à une longue liste de conseils. Ce n'est pas inhabituel pour une entreprise, mais chez Atos, ils auraient pris une place très importante dans les décisions. Selon nos informations, certains consultants auraient même été présents pendant les conseils d'administration au moment où se prenaient les décisions stratégiques. Pendant sa mission d'information, le Sénat a essayé de chiffrer exactement combien ont coûté ces conseils. Atos a refusé de communiquer les montants, c'est ce que nous explique Fabien Gay, le rapporteur de cette mission d'information. Comme je n'ai ni le montant, ni les rapports qui ont été donnés, et dont je vous dis que la question, puisque je l'ai posée à plusieurs reprises avec mes collègues, qui a proposé par exemple la scission en 2 entités, et que à peu près tout le monde avait une réponse à peu près différente, mais dont on me dit que les cabinets de conseil auraient une place assez forte dans ce choix-là. Chacun peut juger l'efficacité des conseils qui ont été administrés pour une enveloppe assez significative. Selon Le Figaro, qui a eu accès à des documents internes, la facture totale des conseils approcherait 1 milliard d'euros en 4 ans. Aujourd'hui, Atos assure avoir tourné la page des conseils. Mes actionnaires actuels, qui sont la plupart des fonds anglais ou américains, m'ont demandé en fait de faire un reset complet des aides en fait qu'a eu Atos ces dernières années, à la fois des cabinets de conseil et à la fois bien sûr des conseils juridiques. Retour en 2023. Le projet de scission aiguise l'appétit de plusieurs investisseurs extérieurs. Début janvier 2023, les Échos révèlent qu'Airbus veut racheter Eviden, la pépite d'Atos. Mais l'avionneur se désiste 3 mois plus tard, après avoir fait sa due diligence, c'est-à-dire toutes les vérifications avant un investissement. Alors, est-ce que c'était l'objectif de la direction d'Atos de démanteler le groupe, ou est-ce que c'était une conséquence indirecte du projet de scission ? Personne n'est en capacité trop de nous dire. En tout cas, le débat, on voyait bien qu'il n'y avait pas une vision industrielle.
Est-ce que c'était pour en sauver une au détriment de l'autre? C'était pas assumé en tant que tel. Quand un groupe connaît des difficultés, il y a toujours un certain nombre d'investisseurs qui peuvent se positionner de manière plus ou moins opportuniste pour essayer d'acheter des actifs, ce qui peut être utile pour la société, qui peut en générer donc des rentrées de capital ou des rentrées de cash. Au cœur de l'été 2023, un nouvel acteur bien connu en France entre en scène dans le dossier Atos et bouleverse tout. Daniel Kretinsky. À travers sa holding EPEI, il veut racheter à 100% Tech Foundations et monter au capital d'Eviden dans lequel sont logées des activités stratégiques pour l'État français. On sent qu'il y a cette espèce d'émotion importante au moment de l'entrée de Kretinsky. Et c'est à ce moment-là aussi que des voix s'élèvent dans la politique française. Après Alstom, Alcatel, Technip, nous voilà donc à la veille d'un nouvel abandon de souveraineté industrielle avec le démembrement projeté du géant des services numériques Atos. Le cours de l'action Atos tombe en quelques jours à 7,60 €. Au-delà de l'indignation politique, plusieurs actionnaires minoritaires contestent la vente. Ils estiment que les conditions du deal seraient trop favorables à Daniel Kretinsky. Donc on a commencé en fait à regarder le communiqué de presse, à rentrer en profondeur, notamment au niveau comptable. On voyait qu'en fait il y avait des dissonances entre ce qui racontait dans le communiqué et ce qu'il y avait dans les comptes. Ça a attiré notre attention, ce qui tendait à montrer que il y avait bien un prix négatif derrière. Un prix négatif, ça veut tout simplement dire qu'on donne de l'argent à l'acquéreur. C'est là où on s'est dit, en fait, il y a un loup et on est en train de donner de l'argent à Kretinsky pour que, en partie, il le réinjecte dans Eviden et qu'à ce moment-là, il envoie le signal au marché que Eviden vaut plus que ce ne l'est vraiment. Un membre indépendant du conseil d'administration d'Atos, René Proglio, s'est aussi opposé à ce projet de vente. Il a dénoncé dans un courrier à l'autorité des marchés financiers, l'AMF, un montage spoliateur pour les actionnaires. Tout le monde n'est pas de cet avis. En étant un petit peu financier, puisque j'y ai passé l'essentiel de ma carrière, pour vous dire que les termes qui étaient définis étaient des termes qui étaient acceptables en tant que tels. L'AMF enquête actuellement sur ces accusations. Elle doit déterminer si les actionnaires ont été correctement informés, et ce, au bon moment, des conditions de cession de Tech Foundations à Daniel Kretinsky. 2 autres plaintes ont été déposées au parquet national financier sur cette même affaire. Finalement, en février 2024, Atos annonce que les discussions avec la holding de Daniel Kretinsky n'ont pas abouti. Entre 2022 et 2024, plusieurs autres projets de rachat échouent, notamment celui de David Layani, le patron de OnePoint, un cabinet de conseil français spécialisé dans la transformation numérique des entreprises. Pendant ce temps, la situation d'Atos continue de se dégrader. En 2023, Atos perd 3,4 milliards d'euros. Le groupe se retrouve dos au mur. Dans le premier épisode de ce business drama, on vous a expliqué comment l'acquisition du groupe Syntel en 2018 a commencé à creuser l'endettement d'Atos. Pour renflouer les caisses, Atos vend régulièrement des pépites, des sociétés du groupe qui marchent bien. Mais ça ne suffit pas. Entre 2021 et 2023, Atos doit emprunter plus de 1,7 milliard d'euros chaque année. Le groupe n'arrive pas à se désendetter, sa dette brute atteint 5 milliards d'euros. Jean-Pierre Mustier devient président d'Atos en octobre 2023, il doit absolument gérer cette urgence. Nous avions au mois de janvier 2024 une échéance de dette d'un prêt syndiqué qui était un peu plus d'1 milliard d'euros, donc il a fallu restructurer. Autrement dit, Atos ne peut pas rembourser cette échéance. Donc là, Atos n'a pas d'autre choix que de se placer sous la protection de la justice, en fait, parce qu'il faut qu'elle réussisse à renégocier ce qu'elle peut renégocier avec ses créanciers. Pendant l'été 2024, Atos entame une procédure de sauvegarde accélérée. Après des négociations avec ses créanciers, Atos boucle le plan de restructuration et parvient à le faire valider. Un des points clés du deal, c'est que 2,9 milliards d'euros de dettes sont convertis en capital. Cette opération signifie que les créanciers d'Atos deviennent actionnaires à hauteur de 3 milliards d'euros. Avec ce deal, la dette est en partie effacée. Et en même temps, on a levé en fait une nouvelle dette aussi. Ça a permis en fait, grosso modo, d'avoir une dette brute d'environ 3 milliards d'euros, alors qu'elle était à plus de 5 milliards avant. C'est ce qui sauve Atos de la faillite, provisoirement. Mais pour les actionnaires d'Atos, c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça dilue massivement leurs actions. Début décembre 2024, l'action Atos valait 49 centimes. Après la restructuration, elle ne vaut plus que 0,0001 €.
La colère des actionnaires minoritaires ne s'est pas éteinte, et ils posent aujourd'hui la question. Actuellement, 2 procédures judiciaires sont en cours. Des actionnaires minoritaires réclament réparation pour la chute du cours en bourse. Au-delà de ces procédures, les méthodes de comptabilité d'Atos posent question depuis un certain temps. Je dis toujours, c'est un peu comme la fiscalité, c'est qu'au début, vous avez l'optimisation fiscale qui est légale, qui peut agacer un grand nombre de gens. Puis à un moment donné, à force d'optimiser, vous tombez dans la fraude. Et la comptabilité, c'est un peu pareil. Comme l'a notamment raconté le magazine Capital, Thierry Breton avait tendance à signer des contrats longs et à comptabiliser les marges dès la première année. Ça veut dire que sur certains contrats, Atos a gagné de l'argent seulement au début, puis on a perdu les années suivantes. Ce n'est pas illégal, mais ça handicape encore Atos aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, ce qu'on appelle les black contracts, c'est-à-dire les contrats en fait, à marge inférieure à 5%. Et il nous en reste 2. Et sur le deuxième, ces dernières années, on perdait plusieurs dizaines de millions par an. En 2018, les analystes du Crédit Suisse avaient repéré une deuxième pratique, légale, mais utilisée à grande échelle chez Atos, l'affacturage. C'est une manière de gonfler artificiellement sa trésorerie en se faisant payer des factures en avance par un intermédiaire. Mais le problème dans Atos, c'est que c'était des montants énormes et qui ne disclosaient pas au marché. C'était un élément qui montrait qu'il y avait une grande fragilité au niveau de la société et qu'elle ne communiquait pas correctement. Encore une fois, l'affacturage n'est pas illicite. Le problème, c'est quand vous ne communiquez pas au marché, qui du coup interprète mal une situation de trésorerie très positive, mais sans qu'on lui expliquait d'où venait l'argent. Une action collective a été engagée par le cabinet de Sophie Vermeil. Elle vise 2 commissaires aux comptes à qui il est reproché d'avoir certifié les comptes d'Atos alors qu'ils ne reflétaient pas la véritable situation du groupe. Aucune décision de justice n'a été rendue pour le moment et aujourd'hui, Atos affirme avoir tourné la page de ces pratiques. Pour la nouvelle direction, l'enjeu est essentiel. L'avenir d'Atos est encore très fragile. La restructuration d'Atos s'est achevée en décembre 2024. Jean-Pierre Mustier a quitté Atos et a laissé la place le 1er février 2025 à un nouveau PDG, Philippe Salle. 3 mois après son arrivée, Philippe Salle a présenté son nouveau plan aux actionnaires. Il y a une phase pour moi d'abord de redressement, de restructuration qu'on est en train de faire. Donc ça c'est une phase sur laquelle on réduit un peu notre empreinte, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de pays. On restructure, c'est-à-dire qu'on réduit le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans le groupe. Atos doit se retrouver avec 60 000 salariés fin 2026 contre 110 000 en 2022. Ça c'est la première phase qui est, j'ai presque envie de dire, un peu la plus facile, mais qui demande du cash. Et ensuite, la deuxième phase, c'est le rebond, donc qui va arriver dès l'année prochaine. Le nouveau périmètre d'Atos ne comptera pas les supercalculateurs, cette activité hyper stratégique qui sert notamment à simuler les essais nucléaires français. Après des mois de négociations, l'agence de participation de l'État va la racheter pour 410 millions d'euros en 2026. Au départ, Atos espérait en tirer plus d'1 milliard d'euros, mais l'État a finalement racheté moins que prévu. Globalement, certains observateurs sont plutôt pessimistes sur l'avenir d'Atos, notamment à cause d'un contexte morose. Honnêtement, le secteur ne va pas très bien. Le contexte économique n'est pas bon, les entreprises n'ont pas confiance, les entreprises n'ont pas d'argent à dépenser dans leurs services numériques. Les concurrents d'Atos, ils sont eux aussi un peu en stagnation. Donc, on a du mal à croire que Atos, même ayant fait tout le ménage qu'ils veulent faire, puisse se relancer comme ça du jour au lendemain. Alors, Atos va-t-il se reconstruire ou subir une nouvelle restructuration ? En attendant, merci d'avoir regardé ce Business Drama, c'était le plus long de la chaîne des Échos. Abonnez-vous pour soutenir notre travail